nous sommes donc bien une émotion, et cette émotion est remplie de pulsions qui donnent des émotions, et donc dans le mercredi 8, on verra comment on peut gérer ces émotions et ces pulsions. C'est l'étage 2, puisque l'enfant est une émotion, nous récupérons cette information, et ensuite on va faire le nettoyage du passé. Comment on fait ce nettoyage du passé réellement? J'insiste parce qu'il y a tellement de méthodes que, ok, et puis ça c'est le naturel, il revient au galop. Et puis une fois qu'on a fait tout ça, bien, il va falloir planter une nouvelle intention. Hein, si vous nettoyez votre maison et que vous voulez la réarranger, une fois qu'on a nettoyé la base, c'est-à-dire les clés, lorsqu'on a nettoyé les peintures, etc., c'est les pulsions et les émotions, et lorsqu'on a viré les meubles qui ne nous plaisent plus, il va falloir fabriquer une nouvelle intention. Et cette nouvelle intention, elle est basée sur deux nombres, le 1 et le 2, l'archétype 1, et comment le 2 va être la préparation du mois de février. Et donc du coup, comment cette progression se fait tout naturellement. Et en tout cas, c'est moi ce que je veux partager avec vous, parce que j'ai vérifié ça pendant des années. Bien sûr, j'accepte l'idée qu'il existe plein d'autres méthodes. Hein. Voilà, je ne suis pas en train de vous dire que c'est ma méthode la mieux au monde. Etc. Non, c'est juste que c'est pour moi, pour mon expérience, celle qui est la plus raisonnable, parce que quand on veut faire quelque chose dans une maison, il faut déjà avoir des fondations. Ensuite, les murs, et puis du coup tout ce qui existait avant dedans, et du coup comment on va faire le nouveau travail, donc la fameuse intention, qui vient de cette partie qu'on appelle l'intime conviction, et c'est pour ça que il faut que vous puissiez faire des choix vous-même, et même douter et contredire ce que je raconte. Il faut que vous fassiez ça. Et parce que ce doute-là va créer ensuite de la certitude. Vous voyez, le doute va fabriquer la certitude, la souffrance va fabriquer le bonheur, la violence va fabriquer la paix, etc. Vous le savez, c'est la théorie des contrastes. Donc on vient là pour ça, et c'est pour ça que donc nous sommes une émotion qui vient vivre des choses en basse fréquence, hein, je vous rappelle, hein, des basses fréquences, de façon à pouvoir fabriquer ensuite des hautes fréquences. Donc c'est comme ça que ça marche. Maintenant, vous avez le droit de ne pas me croire, bien évidemment, mais vous allez voir que plus on a d'informations, plus vous allez comprendre à quel point c'est tellement simple en fait à comprendre. Mais je crois que c'est Einstein lui-même qui dit que nous vivons dans une réalité qui est tellement réelle pour notre cerveau que, et je vais vous donner quelques exemples, hein, vous voyez, par exemple, nous pensons voir le monde en disant tout ce que je vois c'est vrai, évidemment, ça semble vrai pour notre cerveau, mais nous ne voyons pas l'eau qui est dans l'air, et pourtant c'est rempli de 40, 50, 60, 70, 80, des fois 99% d'eau. Nous ne voyons pas la poussière qui est dans l'air, etc., etc. Nous ne voyons que la surface de l'eau et pas le fond de l'eau, et je peux vous en donner comme ça des milliers. Et donc nous vivons dans une illusion tellement réelle dans notre cerveau. Et je vais vous donner un exemple, et entendez-le bien, vraiment. Vous avez tous été dans des fêtes foraines où vous avez vu une espèce de petite fusée posée au sol, où on va voir un voyage spatial, on va voir soi-disant on va monter dans un grand 8 pour faire des toboggans, etc. On rentre là-dedans. On voit bien, quand on attend dans la queue d'attente, on voit bien que ça bouge de 30 cm de temps en temps, et rien d'autre. Hein. Vous ne le voyez pas décoller, la fusée, hein. On est bien d'accord. Et donc quand on rentre dedans, vous savez, vous entendez crier, et quand vous y allez, vous voyez que nous crions. On vit l'expérience comme si réellement on montait à 300 mètres et comme si on plongeait, etc. Ça veut dire que notre cerveau, pour lui, notre cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'illusion. Et ça a été vérifié par une expérience scientifique. On met des électroencéphalogrammes sur la tête de centaines de personnes. On demande à chaque personne de lever la main droite. Je lève la main droite. Et je dis que je le jure, et on note l'électroencéphalogramme, et ensuite on demande à chaque personne de fermer les yeux et de penser qu'on lève la main droite. Donc imaginez, alors voilà, et faites-le, fermez les yeux et pensez que vous levez la main droite. Vous voyez, ça va faire un truc. Voilà. Et en réalité, on enregistre exactement la même information, c'est-à-dire que le cerveau ne fait pas la différence entre lever la main droite et penser qu'il lève la main droite, à part une fibre motrice, celle qui va envoyer l'ordre de lever la main, mais tout le reste, dans le cerveau, c'est la même information. Donc quand vous avez compris qu'on fait maintenant de la thérapie médicale
de cette façon-là, virtuelle. Hein. Je reparlerai de l'expérience et de l'effet placebo ultérieurement. C'est tellement vrai que j'ai déposé le nom effet placebo. Voilà, pour vous dire à quel point je suis sûr à 100% que l'effet placebo n'est pas un leurre, mais il est une explication scientifique à la façon dont le cerveau organise notre réalité, celle que nous croyons être notre réalité. Donc voilà pourquoi il y a ces 4 étages pour revenir à ça, et donc fabriquer cette intention, et à partir de là notre cerveau va donc pouvoir entamer ce que j'appelle la guérison d'âme, sachant que dans chaque incarnation on est là pour guérir, pour harmoniser, hein, tout simplement harmoniser l'incarnation d'avant. Donc on harmonise l'incarnation d'avant et on passe de la 6e à la 5e, la 4e, etc. Comme l'école, et pour pouvoir ensuite grandir et passer son bac, etc., etc. Donc pourquoi c'est capital? Ça, on va voir un ou deux schémas. Je m'excuse par avance auprès de tous ceux qui ont déjà vu ces schémas 2, 3, 4, 12 fois, mais je vous rappelle qu'il faut faire une intime conviction et que pour guérir, parce que le cadeau qu'on a quand on fait la guérison d'âme, il est tellement énorme, que évidemment, hein, si vous voulez acheter la plus grosse voiture du monde, elle coûte très très cher. Le plus grand avion du monde, il coûte très très cher. La plus belle villa du monde, c'est très très cher. Eh bien c'est pareil, le cadeau du bonheur sur Terre et du bonheur après, etc., il est très cher. Quand je dis il est très cher, c'est parce qu'il vaut beaucoup. Donc voilà, pourquoi c'est capital de travailler ce qu'on va faire, c'est parce que c'est essentiel pour obtenir le résultat. Sinon, c'est comme pisser en l'air. Hein. On dit je vais faire ça, et puis chasser le naturel, ça revient au galop. Alors évidemment, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, ça on est bien d'accord, mais il faut passer par les étapes essentielles. Donc pour construire une maison, il faut faire une fondation. Et la fondation, c'est pour ça que j'en viens, c'est capital, c'est l'enfant intérieur, c'est la pierre de soutien de l'édifice. Et donc c'est l'étape 1 de toute guérison d'âme, ça c'est clair, net et précis. Et donc il n'y a aucune amélioration durable sans cette étape. Et j'espère que vous l'entendez bien, parce que si vous faites ça dans le désordre, eh bien, essayez de mettre un toit sur une maison où il n'y a pas de fondation, je vous souhaite bien du plaisir. Donc ensuite, bien, on va parler des explications, et donc je vais vous suggérer 2 outils d'autonomie, et puis évidemment, il y a autant d'outils que de thérapeutes dans ce monde, et c'est normal. Moi, je vais vous partager les miens, je ne peux pas partager ceux des autres, même si je les connais, parce que sinon on n'en finirait pas. Donc du coup, vous verrez que dans ces 2 outils, il y a un outil de métaposition, donc on peut faire ça en autonomie. Ensuite des outils d'hypnose, donc soit on s'adresse à un thérapeute et un hypnothérapeute ou quelqu'un qui va travailler là-dessus. Donc maintenant on a beaucoup de variantes autour de l'hypnose, et c'est tant mieux. Parce que l'hypnose, c'est le travail sur le monde virtuel intérieur. On vient de dire que nous sommes une information qui vient voyager et que le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et penser et l'irréalité. Voilà. Et la preuve, c'est que nous pensons voir, par exemple, nous pensons que le rouge est plus chaud que le bleu, et en fait c'est l'inverse, c'est le bleu qui est plus énergétique que le rouge, et de la même façon, nous croyons voir des couleurs dans l'univers, et il n'y en a pas. C'est-à-dire que notre cerveau fabrique les couleurs que nous croyons voir. Voilà, alors évidemment, vous avez le droit de ne pas me croire, mais je vous donnerai toutes les sources, tout ça, à travers le livre, à travers tout ça, de façon à ce que vous puissiez vous dire, bon, maintenant, il faudrait que, pour changer, ça serait bien d'utiliser les bons outils. Alors, du coup, je reviens ici, parce que je veux vérifier si... oui, alors, je parlais d'illusion, hein, voilà, exemple type, hein, voilà, vous l'avez déjà vu ce petit schéma, mais juste pour le plaisir, voilà ce que nous pensons être, et voilà ce que nous sommes réellement. Alors évidemment, le petit bonhomme ou la petite bonne femme en noir, c'est une métaphore, parce qu'en réalité c'est beaucoup plus grand que tout ça, mais ce que nous voyons nous, c'est le petit bonhomme en jaune, ou la petite bonne femme en jaune, etc. Donc évidemment, si on pense qu'on n'est que cette chose-là, pourquoi c'est reparti, voilà. Si nous pensons que nous sommes que ça, alors qu'on est ça, vous voyez que quand même on se gaufre un petit peu, hein, mesdames, voilà. Donc je reviens ici, et je vais vous remontrer très rapidement, pour ceux qui l'ont déjà vu et revu, ce petit bonhomme-là, et du coup vous remontrer qu'il est là enfermé dans une irréalité, c'est celle dont je viens de parler, puisque nous voyons que 0,0001% de la réalité.
Ça, ce sont des chiffres avérés par la science post-matérialiste. Voilà, donc le petit bonhomme ici, il est là, prisonnier de sa vision intérieure qu'on appelle la carte interne en PNL, ou certains vont l'appeler la zone de confort par exemple, ou la zone de prison pour d'autres. Et moi je vais l'appeler la boîte à référence, parce que c'est là dans cette boîte que nous avons toutes nos références pour fabriquer notre illusion de vie. Alors là, bien évidemment, il va y avoir autour de ça différentes couches. Et la réalité, c'est que nous sommes toute cette partie et non pas que cette partie. Donc là, on aurait ici le petit conscient avec lequel nous percevons avec nos 5 sens. Et puis ensuite, on aurait l'inconscient et le superconscient et l'âme, etc. Et l'esprit et la grande conscience. Tout ça, c'est ce que nous sommes et nous pensons être nous que cette petite partie-là. Donc évidemment, c'est difficile de pouvoir faire tout ce qu'on voudrait quand on a, par exemple, dans une voiture, si on n'avait que le cendrier ou les pneus, on serait bien embêté. Il faudrait quand même peut-être penser à avoir une carrosserie, un moteur, etc. Donc là, maintenant, vous savez que de plus en plus de personnes ont bien compris que nous sommes ce torus, là, cette information, où là, on rentre à l'intérieur, on appelle ça un trou noir, et là, l'énergie ressort, et donc il y a de la lumière qui ressort, là, elle rentre, là, elle ressort, donc ça s'appelle un trou blanc. Donc du coup maintenant on passe à ce schéma que vous avez déjà vu pour beaucoup de schémas, mais je vous le remontre et je vais le montrer avec ma souris ici parce que c'est à partir de là qu'on comprend que nous percevons qu'une seule petite partie de la réalité et que donc en fait pourquoi j'en viens à ça, parce que vous voyez ici il y a une zone très importante, moins 6 mois plus 7 ans, qui est en fait la zone avec laquelle nous travaillons pour fabriquer ça. Et cette zone-là, c'est notre enfant intérieur qui la fabrique entre moins 6 mois, c'est-à-dire 3 mois de grossesse, jusqu'à plus 7 ans, l'âge de la maturation du cerveau. C'est à cet âge-là qu'il se crée tous les liens entre les 130 milliards de neurones qui vont se connecter les uns avec les autres. Et donc vous voyez que c'est à cette période-là que nous fabriquons cet inconscient et qui va fabriquer la carte interne, qui va fabriquer donc la boîte à référence pour ma part. Donc ça veut dire par exemple que si vous prenez un aborigène et qu'il voit passer un avion, il ne l'appellera jamais un avion parce qu'il n'a aucune référence à cette chose. Donc il va lever la tête au ciel et puis il va chercher des références. Dans le ciel égale oiseau, ça brille donc métal ou solide ou dur, et puis s'il y a de la fumée, il va dire qu'il est en colère, donc par exemple, ou il va dire grand oiseau de feu en colère par exemple. Et ça c'est sa boîte à référence. Il ne appellera avion que s'il partage nos références ou pas. Donc vous comprenez bien pourquoi cette boîte à référence, qui est notre zone de confort, on n'a pas envie d'en sortir parce que c'est tellement difficile d'apprendre que quand on veut évoluer, il faut désapprendre quelque chose pour réapprendre autre chose. Et c'est très compliqué et ça demande beaucoup d'énergie dans le cerveau et c'est pour ça que nous sommes des gros feignants et qu'en fait on n'a pas envie de changer. C'est pas parce qu'on est des feignants réellement, c'est parce que le cerveau souffre quand on réapprend quelque chose. Qu'on fait la rééducation physique, vous voyez, quand on est en train de se rééduquer physiquement et qu'on s'est cassé la jambe, je vous prie de croire, oui, le groupe Merci Françoise, c'est la pureté de l'âme, donc je vous salue. Alors ça tombe bien, parce que vous avez vu que nous sommes des bonnes âmes nées, et que nous ne sommes pas ni un homme ni une femme, mais que nous sommes bien une âme, donc voilà pourquoi cette âme, elle est si pure, et pourtant, Dieu sait qu'elle contient la totalité de toutes nos incarnations, c'est-à-dire à la fois toutes les belles choses et toutes les atrocités que nous avons fait vivre ou que nous avons vécues. Mais pourquoi elle est pure? Parce qu'elle est là avec un programme pour avoir un cadeau, on va dire un trésor, et que quel que soit ce qu'on fait pour avoir ce trésor, c'est normal de passer par toutes ces étapes. Alors maintenant, de temps en temps, il y a une petite différence de notion d'explication entre l'âme et l'esprit. Alors, bon, pour moi, l'âme est la mémoire de nos incarnations et l'esprit, c'est la dimension au-dessus, sans ces mémoires-là. Et donc, du coup, je pense que quand on dit la pureté de l'âme, en fait, on pense quand même à l'esprit. Donc, je vous le dis, maintenant, c'est une nomenclature qui n'est pas toujours partagée par tout le monde. Si vous écoutez, par exemple, Olivier Lockert, qui est une référence dans le domaine de l'hypnose humaniste et de l'évolution, et bien d'autres, ils vous expliqueront cet étage-là, c'est-à-dire, je vous le redonnerai, et vous n'êtes pas obligé de nous croire, voilà, mais c'est vrai que la nomenclature, ça serait le corps physique, le petit conscient, alors c'est celui qu'on utilise maintenant. Donc lui, c'est lui qui voit que 0,4% de la réalité quand on est gentil, parce que sinon c'est 0,00001%.
donc à tel point que vous le savez, ça vous fait plus marrer maintenant, mais je l'appelle le petit conscient. Scient veut dire savoir, et le petit con parce qu'il ne sait pas grand-chose, 0,01%, c'est vraiment pas grand-chose. Bon, c'est celui avec lequel nous vivons au quotidien, avec nos 5 sens. Ensuite, il y a l'inconscient avec ses 3 couches, et l'inconscient est 400 fois plus puissant et haut, si j'ose dire, que notre petit conscient. Donc le petit conscient, c'est 1 mètre, et l'inconscient, c'est 400 mètres, vous le savez déjà pour beaucoup. Donc après cette couche-là, il y a donc le superconscient, donc c'est cette partie que nous utilisons dans l'hypnose régressive, dans l'hypnose, la TCH du docteur Charbonnier, dans l'hypnose humaniste d'Olivier Lockert, c'est vraiment cette partie-là que nous utilisons, c'est cette partie qui est au-dessus de l'inconscient. Même si en anglais très souvent on dit subconscient, etc. En fait, c'est parce que on traduit nous sous et en fait c'est au-dessus, c'est-à-dire la partie qui est la plus élevée en termes de conscience. C'est cette partie qu'on appelle le superconscient. Après cette partie-là, il y a donc l'âme qui, elle, contient la mémoire de toutes les incarnations, et au-dessus de cette vibration encore plus haut, il y a l'esprit qui est lui le plus pur possible, et tout ça est, on va dire que c'est à l'intérieur de la grande conscience qui, elle, est d'une pureté absolue et totale. En même temps, elle contient le bien et le mal, puisque tout est dedans dans l'univers, puisque l'univers est fait de cette conscience. Donc du coup, essayons d'être cohérents en disant qu'à l'intérieur de l'univers, il y a le bien et le mal, on pourrait dire Dieu et le diable, qui travaillent ensemble. Et ils travaillent toujours pour le même cadeau, c'est-à-dire joie, liberté, croissance. Et c'est la chose la plus importante parce que c'est notre cadeau, c'est ce qu'on vient chercher. Et évidemment, quand on veut avoir un cadeau, il faut en payer le prix, et c'est pour ça que nous passons par des incarnations multiples, 7000, 10 000, 12 000, etc. Et quand j'entends certaines personnes dire « on n'a qu'une vie », bon, je comprends la métaphore, ça veut dire ici et maintenant, il faut faire, mais et en fait, on a plein d'incarnations. Alors le but, c'est pas de reporter le problème sur la vie d'après, mais c'est surtout de dire que dans cette vie, on a le libre arbitre pour pouvoir être le plus heureux possible. Donc du coup, alors s'il y a des questions dans les groupes, etc., sachez qu'il y aura des rediffusions commentées pour les questions, ou qu'après, une fois qu'on aura fini, vous aurez possibilité de poser toutes les questions possibles. Je n'en refuserai aucune, donc il n'y a pas de souci, j'assume, et donc j'accepte aussi l'idée que vous ne soyez pas d'accord, il n'y a pas de problème, c'est normal. Donc je reviens maintenant à ce schéma pour revenir sur l'idée que l'information sensorielle, elle passe par les capteurs qu'on appelle les zones de projection sensitive. Il y en a 5 parce qu'il y a 5 sens, et on a une information électrique. Par exemple, quand nous on regarde un objet, ce qui arrive dans l'œil, ce n'est pas l'objet, c'est pas de la lumière, c'est un courant électrique qui va passer ici parce que le nerf optique, lui, il ne sait pas envoyer de la lumière. Il ne sait pas. Ne me demandez pas pourquoi, c'est parce qu'il ne sait pas. Un nerf ne peut passer que de l'information électrique. Donc voilà, sur ceux qui connaissent le système nerveux, vous savez que c'est de cellules gliales, etc. En cellules gliales, il y a un champ potentiel qui fait que ça circule dans les neurones, des synapses, enfin des dendrites vers les axones, ou des axones, pardon, vers les dendrites, et que du coup ça circule du nerf optique vers les zones de projection sensitive. La première information consciente, elle va dire je reçois l'information, la deuxième je conscientise l'information, et la troisième elle voudrait interpréter mais elle ne peut pas. Alors, tout ça c'est hyper rapide, elle va à l'intérieur de l'inconscient dans la boîte à référence parce qu'elle veut essayer de savoir est-ce que j'ai déjà vu un objet de ce type là. Et si elle n'a pas vu, eh ben, elle va chercher à le fabriquer à partir des références qu'elle a dedans. Et là-dedans, vous voyez qu'il y a notre enfance, notre passé, l'éducation, l'apprentissage, les souffrances, les peurs, les traumas, la zone de confort, etc. Et aussi l'inné, qui est notre inné Homo sapiens sapiens, ou Homo erectus, ou homme, femme, ou blanc, noir, jaune, etc. Et puis vous voyez que dessous, il y a le karma. Vous n'êtes pas obligé de me croire, mais quand vous l'intégrez dedans, vous apercevez que vous avez toutes les explications de pourquoi notre information va remonter ici, dans cette zone-là, et va repartir dans la boîte à perception, c'est-à-dire ce que nous percevons de la réalité, pour pouvoir dire « Ah oui, en fait, ce que j'ai vu, c'est ça ». Voilà. Donc pour le faire, eh bien, nous avons besoin exactement, vous savez, comme les jeux qu'on fait quand on prend des bouts de puzzle et petit à petit on regarde et on voit apparaître des bouts de puzzle pour nous dire tiens voilà cette image-là, ah oui ça y est c'est ça. Alors, en fait c'est comme ça que ça marche, et pendant que ces informations circulent à 40 informations par seconde, il y a une information directe dans l'inconscient en même temps,
et qui, elle, représente 11,11 millions d'informations par seconde. Hein. Donc 40 informations pour 11 millions, c'est ça la différence qui fait 400 fois la différence. Et donc ça rentre directement là-dedans, ça vient modifier l'information et ça arrive là-dessus. Donc je ne fais pas plus long parce que c'est que de la technique, mais c'est important de comprendre que le pilier de nous, notre pilier, pour pouvoir travailler dessus, c'est bien cet enfant, puisqu'il se fabrique de moins 6 mois à plus 7 ans, c'est-à-dire tout ce que nous avons récupéré du karma, de l'inné, de tout ce qu'on a appris, de papa, maman, les gènes, etc., de toutes ces informations qui ne se contredisent pas, hein, parce qu'on peut très bien comprendre la psychanalyse qui démarre à cet endroit-là, et on peut très bien apprendre le karma laïque qui démarre à cet endroit-là, ou d'autres techniques, parce qu'en fait, elles ne se contredisent pas, elles se complètent. Donc si on intègre tout, on a une information, à mon sens, plus complète, évidemment. Et donc on va voir un schéma après, que pour certains vous avez déjà vu, qui va nous expliquer pourquoi c'est plus complet, et pourquoi si on travaille sur cette zone, c'est là-dedans que nous avons notre enfant intérieur, que ça soit clair, net et précis. Du coup, eh bien, on arrive à bien comprendre que ces 3 zones que vous voyez dans les flèches là forment nos émotions du moment. Quand vous pleurez, c'est cette zone qui fait aïe et qui envoie l'information là-dedans. Et pour ce faire, elle va envoyer l'information électrique dans le cerveau limbique, et du coup, on va donc ressentir cette tristesse, ce pleur, ou cet éclat de rire. Et toutes nos angoisses au quotidien ne viennent que de cette zone-là, je vous le garantis. Et je vous dis en même temps, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais si vous travaillez sur l'enfant intérieur, vous allez voir que c'est instantané. Donc plutôt que de passer par 10 millions de choses, évidemment, si on prend le premier étage de la fusée, c'est-à-dire les fondations, si ça tremble, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien dans les fondations. Donc il faut travailler les fondations. Donc les fondations, c'est cette zone-là qui nous envoie les informations dans notre cerveau limbique et qui nous dit « Aïe, je pleure, je ris, ou je suis triste, ou je suis angoissé, ou j'ai pas confiance en moi, etc. etc. » Tout vient de cette zone-là. Voilà. Donc, vous comprenez pourquoi, pour moi, c'est essentiel de travailler sur cette zone-là, parce que sans elle, on ne peut pas voler. Sans elle, on ne peut pas voler. Ouais, elle est bien bonne. Donc, je reviens maintenant, donc un schéma que pour certains vous avez déjà vu et revu, mais c'est très important maintenant de focaliser dessus, pour vous dire que, voilà, si vous comprenez ce schéma, et je vous répète que vous n'êtes pas obligé de me croire, mais si vous comprenez ça, vous allez... Alors je reviens sur ce schéma qu'on a vu au moins déjà 3 fois, c'est la ligne du temps, avec notre naissance physique d'être humain, et ici, l'endroit où nous sommes aujourd'hui. Hein, voilà, nous sommes le premier jour de l'année 2020 sur la planète Terre, dans le système solaire, dans la galaxie, notre Voie lactée, au milieu de l'univers, au milieu des multivers. Et nous sommes ici et maintenant. Et ici et maintenant, il se passe des choses pour cette partie-là. Cette partie-là, vous l'avez déjà vue, c'est donc notre ego, notre inconscient, notre petit conscient, etc., qui est en train de dire, bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Aïe. Alors bien sûr, on peut avoir aussi des smiles, hein, bien évidemment, hein. Il y a smile ou burk. Donc là, on a pris cette information ici, parce que si vous êtes là en ce moment, devant cette vidéo, un jour jour de l'an, alors oui, il y a mentionné votre nom dans un commentaire, bon, s'il y a des questions, hein, vous me dites, hein, comment sortir de cette zone de confort quand nous sommes effrayés et que nous nous auto-dévalorisons? Eh bien, la réponse, elle est ce soir. Donc, évidemment, c'est au bon endroit, parce qu'on va voir comment faire, réellement. Hein. Donc, du coup, ta question est pertinente, et c'est donc ce qu'on est en train de voir là. Mais pour ça, ce schéma-là, il est capital. Donc, justement, entendez-le bien. Là, je suis en train de dire, aïe, 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 hein, je suis effrayé, voilà, c'est ça. Donc, comment ça se fabrique cette chose-là? Alors déjà, la première des choses, cet enfant intérieur, je vous rappelle que c'est lui qui est effrayé. C'est pas l'adulte que vous êtes, l'adulte que je suis. Pour être transparent, j'étais très fatigué aujourd'hui et hier, etc., parce que famille, des parents âgés, des choses à faire, etc., courir partout, à préparer cette conférence, à préparer les ressources et tout, j'étais vanné, et donc j'étais stressé de cette séance. J'avais du trac, voilà, tout simplement, parce que je n'avais pas toutes mes ressources. Je me suis enfermé dans le noir. Et la première des choses que j'ai fait, on va en parler après, c'est de faire une métaposition dont je vais parler après avec mon petit enfant intérieur, mon petit Fred. Voilà, et ça a duré, 3 minutes, et au bout de 3 minutes, terminé, mon état émotionnel a changé instantanément.
Donc on va y venir, mais voilà, ça fait partie des étapes. Donc on est là, en train de prendre cet enfant, et comment ça se passe réellement? C'est qu'en fait, cet enfant, je vous répète que c'est la boîte à référence. C'est-à-dire que tout ce qui a été enregistré là, par exemple, si dans cette enfant-là, cette petite fille ou ce petit garçon a été blessé et a saigné, eh ben pour lui, le rouge égale le sang égale blessure. Pour d'autres personnes, le rouge ça va correspondre à amour, ou à fleurs, ou à câlin, etc. Et donc chacun de nous a des références qui se trouvent enregistrées là, et que chaque fait que nous vivons ici est filtré par ça. Vous le savez, ça s'appelle être subjectif. Quand on est subjectif, c'est qu'une partie de nous, ou la totalité de nous, a modifié l'information en disant « mais non, mais le rouge c'est beau, etc. Non, non, le rouge c'est du sang, j'ai peur. » Voilà, ça fait partie de notre vie à tous les êtres humains. Il n'y a personne qui est exclu de ça. On a tous un cerveau qui est en train de modifier la réalité. Il existe quasiment peu de personnes qui sont objectifs à 100%, ça n'existe pas. Donc n'essayez pas d'y être, c'est impossible, mais au moins en prendre conscience que nous filtrons tout à cause de ça. Et donc c'est normal, c'est le schéma, c'est que l'enfant il est là, il filtre, et donc ça va donner cette émotion qui va donner, alors justement, je reprends Paolo, ces informations, peur, tristesse, colère, abandon, séparation, frustration, culpabilité, jalousie, injustice, et nous voilà avec le fameux auto-sabotage qui vient de donner de l'auto-dévaluation, l'auto-dévalorisation. Donc évidemment, nous le faisons tous plus ou moins avec des degrés différents. Donc voilà pourquoi à ce moment-là, si cet état-là qui est ici vient de cette partie-là, vous comprenez que c'est ça qu'on doit travailler. Alors normalement, la psychanalyse nous dit, bon, alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi lui, il a un problème? On dit, à qui la faute? Donc évidemment, on fait tous la même chose, hein. On dit à qui la faute? Alors les autres, les parents, la société, l'éducation, les ex. Alors là, vous le savez, je le dis à chaque fois, mais les ex, ils ont bon dos, hein. C'est de la faute, etc. Et si j'avais pas vécu ça, etc., etc. Alors on le fait tous. Alors, vous allez me dire, ben, pourquoi pas, on peut bien accuser quelqu'un, hein, voilà, ok, si je suis mouillé, c'est que l'eau est la responsable, etc. Peut-être qu'on peut se demander pourquoi j'étais me foutre sous la flotte. Mais bon, l'eau, ça mouille. Alors évidemment, si on dit à qui la faute, et que c'est de la faute à tous ces gens, on pourrait se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? On prend un fusil, on tue tous les autres, hein, par exemple. Alors je prends une bombe atomique, je tue 7 milliards d'habitants, je reste tout seul sur la planète, et là, je suis peinard, personne pour m'emmerder. Ça fait partie des schémas possibles. Il y en a qui essayent de temps en temps, tous les 50 ou 100 ans, ils essaient de foutre en l'air toute la planète. Mais bon, ça marche pas non plus, hein. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut aussi les soigner. Alors, on va essayer de rassembler tous les thérapeutes de la Terre, on va les financer en disant soigner toute la planète parce qu'ils m'emmerdent et m'empêchent d'être heureux. Eh bien ça marche pas non plus, on n'a en fait aucun pouvoir sur cette partie-là, alors on est planté, voilà, donc Paolo, si on s'arrête là, c'est-à-dire à cette moitié d'image, on n'a aucune solution. On ne peut, alors bien sûr, on peut prendre des anesthésiques, des produits chimiques, on peut prier, on peut s'enfermer, on peut faire plein de choses, il y a bien sûr plein de solutions, hein, j'ai pas dit qu'il n'y en avait pas. Mais donc on peut méditer, on peut s'enfermer dans un monastère, on peut fuir le monde, on peut au contraire essayer de tout casser, d'être le plus fort, d'être le plus riche. Il y en a plein qui essayent d'être les plus riches pour pouvoir tout acheter, comme ça au moins ils vont être le patron. Mais tant qu'on fait ça, on s'arrête là et il n'y a pas de solution parce qu'on n'a aucun pouvoir sur les autres et les ex, etc. On n'a pas de pouvoir. Donc on est planté à souffrir là-dedans. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver quelque chose d'autre. Quand il n'y a pas de solution, il faut en changer de solution. Donc on le sait, en PNL, quand quelque chose ne marche pas, il faut essayer encore une autre solution. Et vous le savez vous-même, et Einstein le dit en permanence, il trouve ridicule que les gens continuent à faire la même chose en espérant que le résultat sera différent. Il nous dit c'est une pure folie, dit Einstein. Évidemment que c'est une pure folie, et pourtant on fait tous la même chose. Donc maintenant arrive la deuxième partie du schéma, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire quand on est là, et si on veut vraiment trouver la solution qu'on ne trouve pas ailleurs. Eh bien il faut voir le monde du côté de cette partie-là, c'est-à-dire du côté de l'invisible. Et quand je dis invisible, ça ne veut pas dire que c'est de l'ésotérisme à 2 balles. Je suis désolé, l'air qui est dans l'eau, c'est pas de l'ésotérisme, hein. Quand vous avez l'été en fin de mois d'août et qu'il va faire de l'orage, il y a 98% de taux d'humidité, cette eau-là, elle est vraiment là. Et donc c'est pas de l'ésotérisme, c'est non visible par notre petite tête parce qu'elle ne voit que peu de choses, mais c'est bien présent. Un champ magnétique, c'est pareil, quoi. Un champ magnétique, il est présent, même si nous ne le voyons pas. Et quand on prend 2 aimants et qu'on les met l'un à côté de l'autre et qu'on regarde qu'ils se repoussent ou qu'ils s'attirent, on voit bien toute la puissance de ce champ électromagnétique. Ce champ qui présente 2 aimants.
Entendez bien le mot aimant. Hein. Vous voyez que quand on a deux champs magnétiques complémentaires, plus moins, ça crée un champ magnétique qui donne et qui est fabriqué par des aimants. Et bien, lorsqu'on est relié, on fabrique des aimants, des gens qui sont dans l'amour, reliés. Voilà, reliance. Voilà. Donc, ok. Donc, je reviens maintenant à cette partie-là pour vous dire que ici, si maintenant je commence à regarder la vie de ce côté-là, alors je peux peut-être étudier ce que j'appelle, moi, le karma laïque. Je répète que ça ne veut pas dire que les religions, j'en suis opposé, etc. Je sais juste une chose, c'est que les religions ont modifié l'information de base pour des raisons X, Y, Z. Chacun a le droit à sa croyance, pour moi il n'y a pas de problème. Mais on voit quand même beaucoup de morts au nom des religions, donc après choisissez votre camp camarade et vous avez le droit de choisir ce que vous voulez. Mais quand on regarde les choses de façon laïque, c'est-à-dire comment tout ça fonctionne dans l'absolu, y compris dans la réalité de la physique quantique, hein, de l'étude de la plus petite partie de nous, eh bien nous voyons qu'apparaît ce schéma, je le fais, hop, vous voyez, poum, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on commence à regarder, à partir de cet œil-là, lui, il ne voit que 0, et des poussières. Cette partie-là, elle voit 99,9999. Donc évidemment, vous comprenez qu'elle voit plus grand. Donc qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit que nous sommes sur un chemin de liberté. C'est l'angle que vous voyez ici. On pourrait imaginer une courbe comme ça, ça c'est un angle qui nous dit que nous sommes libres d'aller vers le but de la façon dont on veut. Cette courbe-là, elle est en haute fréquence. C'est pour ça qu'on appelle ça de la joie, parce que la joie, elle est en haute fréquence. Et donc, elle nous permet d'aller de plus en plus haut, donc ça s'appelle de l'expansion. Tout ça, ça donne joie, liberté, croissance. Donc nous sommes, je, patron. C'est qui le patron? Ben, c'est moi, c'est pour ça que je dis « car ma vie m'appartient », c'est cette raison-là, c'est que je suis le patron de ça. Il n'y a personne qui va m'obliger à faire quelque chose pour obtenir ce cadeau. C'est moi qui ai choisi en toute conscience mes incarnations, mes parents, mes prénoms, etc. Même si je sais, ça vous paraît complètement fou. Et ok, d'accord. Mais vous allez voir que petit à petit, en écoutant, juste en essayant d'écouter, juste en acceptant l'idée que peut-être c'est possible, vous allez voir qu'en fait ça tient la route. Et donc, du coup, si ça tient la route, ça vaut le coup quand même de se pencher sur cette chose-là. Hein. Laura, plus de son, plus d'image non, ça marche. Ah, tu as peut-être une coupure. Si c'est le cas, il faut relancer. Hein, tu te déconnectes et tu te relances. Je ne sais pas si tu peux l'entendre, puisque si tu n'as plus de son et plus d'image, est-ce que quelqu'un peut lui mettre dans le chat cette information-là, c'est-à-dire se déconnecter, se reconnecter. Donc, pour revenir à ce schéma, vous voyez bien que, puisque nous sommes dans joie, liberté, croissance, nous avons un cadeau qui est au bout et qui est immense, c'est le fameux cadeau extraordinaire que nous cherchons tous, le bonheur absolu, l'extase, etc. Le 7e ciel, l'Éden, voilà, le nirvana, que tout le monde, voilà, c'est ce cadeau-là. Donc maintenant, quand on le voit, quand on sait qu'il est là, alors même si on ne le voit pas avec nos yeux, mais qu'on peut le voir à travers la méditation ou autre chose, si on sait qu'il y a ça, on sait aussi qu'il y a quelque chose qui est ici, c'est-à-dire le moment où le corps que nous utilisons dans une incarnation, il décède, et figurez-vous qu'il envoie le téléchargement du programme de la classe de 5e ou de classe de 4e dans lequel on était vers cet enfant, qui est en fait, là on a un embryon qui est vide d'âme dans un premier temps et qui reçoit l'âme de cette incarnation-là qui vient d'être téléchargée. Même si ça vous paraît fou, c'est comme ça que ça se passe et donc prenez le temps de vérifier auprès de tous les éléments que nous avons pour voir qu'on a beaucoup de preuves de ça et beaucoup plus que le contraire. Donc du coup, je vais partir de ce postulat, c'est que on télécharge donc à l'âge de 3 mois, certains disent 7 semaines, 7 le chiffre, 7 semaines, que l'information qui vient de l'incarnation d'avant est téléchargée, et donc elle va donner la base du schéma dont on en a vu tout à l'heure avec le karma qui va influencer l'inné, etc. Alors cette zone-là, je vais l'appeler la salle de gym, parce que c'est grâce à l'information qui vient ici. Par exemple, si dans l'incarnation d'avant, j'étais plutôt prédateur, hein, donc je prenais de l'information chez les autres et que je ne savais pas fabriquer du bonheur par moi-même, donc ça s'appelle prédateur, je prends l'énergie des autres, on va dire aime-moi, donne-moi de l'amour, dis-moi que je suis beau, que je suis fort, que je suis etc. etc. Ça s'appelle prédater l'amour de l'autre pour pouvoir avoir confiance en soi.
Donc, et se sentir enfin bien dans sa peau. Alors évidemment, tout ça, ok, c'est relancé, d'accord, super. Bonjour Michel. Donc, on est bien d'accord qu'à partir du moment où on entend, au moins, même si on le sait pas, ou on n'a pas encore la preuve, si on peut entendre que on télécharge, on se télécharge dans un corps, avec son programme de la classe d'avant, et que tout d'un coup c'est avec ça qu'on va aller dans cette salle de gym, je reviens sur l'idée qu'on n'a pas fabriqué de l'information par soi-même, on n'a pas fabriqué l'amour de soi, et qu'on a piraté l'énergie à l'extérieur, parce que le corps c'est comme ça qu'il fait, il mange des carottes, il mange des lapins, il mange des ceci, il prend l'énergie à l'extérieur. Il y a peu de gens sur cette terre qui se nourrissent que de lumière, il y en a, mais il y en a peu. On est tous des prédateurs de quelque chose. Donc le corps, lui, ne sait faire que prendre à l'extérieur. Et ça s'appelle le verbe avoir. Du coup, dans cette salle de gym, qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir des appareils de musculation, comme son nom l'indique, et quand on va soulever des haltères, par exemple, pour faire quelque chose avec, on va gagner des muscles. Eh bien, c'est ce qui va se passer pour ce petit bonhomme qui est en fait une âme incarnée. Il vient avec une salle de gym. Alors, dans cette salle de gym, il y a des épreuves, c'est-à-dire les haltères, mais il y a aussi des cadeaux. Évidemment, dans une salle de gym, on vient, on achète du temps, etc., pour avoir des appareils de façon à avoir des cadeaux. Sinon, on ne viendrait pas dans une salle de gym, et c'est sûr. Donc, du coup, ça veut dire que lorsqu'on est dans cette salle de gym et qu'on sait qu'on vient chercher un cadeau, je vous rappelle que j'ai jamais vu, et vous non plus, dans une salle de gym, des gens hurler sur les haltères en disant « Ouais, j'en ai marre, c'est trop lourd, moi j'ai pas payé pour souffrir, j'ai payé pour avoir des muscles ». Ça n'existe pas, parce que quand on sait qu'on a un cadeau, on ne souffre pas, la souffrance elle diminue. D'ailleurs on voit bien que les sportifs ils sont excités, quoi. Ils sont là, yes, en effet, c'est bon, quoi, évidemment, et quand vous courez aussi. Donc du coup, vous comprenez que cette salle de gym, elle change le sens de la vie quand on sait qu'il y a le cadeau là-haut. C'est-à-dire que nos épreuves, c'est-à-dire les émotions que nous vivons, peur, tristesse, etc., nos défauts, ce que nous avons quand on démarre la vie, ce que nous appelons des défauts, le manque de confiance en soi, la mésestime de soi, la peur, etc., ce ne sont que des graines de compétences futures. C'est-à-dire que nous, on a dans cette salle de gym des épreuves. Ces épreuves, nous les avons avec nos émotions. Et du coup, notre but, c'est d'arriver avec ce défaut de fabriquer une qualité. Donc, un enfant gourmand va devenir, en grande majorité, va travailler dans le goût, la cuisine, etc., l'odeur, machin. Quand un enfant va être très curieux, il va devenir chercheur. Quand un enfant parle beaucoup, il risque de devenir conférencier, etc., etc. Je sais de quoi je parle, évidemment. Donc, du coup, si je m'aperçois que dans cette incarnation, je suis bien en train de parfaire mon diplôme de Jedi. Au passage, le mot Jedi, vous savez qu'il correspond à quelque chose de réel. Si vous avez étudié les Égyptiens anciens, et je proposais des documentaires là-dessus, dans le cloud du bouquin, vous verrez que le Jed, c'est une espèce de petit pilier dans lequel on voit des petites traces de couleurs, et ça correspond à des chakras, de la ville de Shakkara. Voilà, du temple de Shakkara, et ça a donné le mot chakra, et ces chakras correspondent à la Kundalini, et donc cette Kundalini égale Jed. Donc le Jedi, c'est le chevalier qui est capable de contrôler sa Kundalini. Voilà d'où vient l'expression bien connue dans Star Wars. Lorsque on vient parfaire sa formation de Jedi, et donc pouvoir utiliser la force du côté clair, évidemment c'est une métaphore du film, on n'est pas dans un film, mais tout comme, puisque tout ça c'est une illusion, et donc le but c'est de se dire, si je comprends que je suis un apprenti Jedi, alors à ce moment-là, je comprends qu'il y a un cadeau, et que si le cadeau il est là, instantanément, la souffrance elle diminue instantanément. Voilà, quand on fait quelque chose, alors attendez, je regarde, oui, ok, oui, tu confirmes, je note bien que tu confirmes ce que je viens de dire, et qu'évidemment, les épreuves et le parcours du Jedi, c'est qu'il y a un cadeau au bout. Donc évidemment, si on a un cadeau au bout, la souffrance, je répète, elle diminue instantanément. Donc si vous avez compris ça, vous comprenez à quel point c'est très important de prendre ce schéma dans le bon sens, c'est-à-dire que si on regarde que ça, on est planté.
Donc si on n'a pas une autre explication, et celle-là, elle est là, c'est-à-dire je sais que j'ai un cadeau, je sais que j'ai téléchargé le dossier de mon incarnation d'avant, et c'est avec ça que je vais partir de là. Je dis bien le mot « je pars de là ». Si vous partez de Paris, vous quittez Paris, et vous changez de pays. Vous allez en Italie, à Rome par exemple. Donc quand on dit « je pars de là », on a l'impression que c'est « je pars de cet endroit », mais en réalité on quitte cet endroit. Donc on va faire du feng shui, on va nettoyer. C'est pour ça qu'on va voir de ce mois-ci le nettoyage, etc. Donc on va d'abord travailler sur l'enfant intérieur, qui est notre pilier de base. Et à partir du moment, le pilier de base, je vous le remontre évidemment ici dans ce schéma encore une fois. Et après, promis, on va avancer. C'est parce que j'ai... Alors attendez, je lis une question en même temps, je m'excuse. Effectivement, alors, bon, je le lis pas volontairement, pour certains vous le lirez. Et donc, ok. D'accord. Donc en réalité, évidemment, nous sommes tous au stade où nous en sommes. C'est-à-dire ici, nous sommes tous, Paolo, nous sommes tous là. C'est-à-dire en train de dire, j'en suis où? Donc pour tout le monde, c'est la même chose, j'en suis où? Et à partir de là, qu'est-ce que je peux changer? Évidemment que si vous êtes là ce soir, au lieu de faire la fête, etc., ou de vous reposer, ou de dormir, ou de faire autre chose, c'est parce que vous êtes concerné par cette question intérieure, c'est qu'est-ce que je peux faire pour être plus heureux? Et c'est normal, puisque c'est ça le but. On ne vient pas là pour souffrir, on vient, même si on souffre, c'est parce qu'on vient pour passer par la loi des contrastes, c'est-à-dire pour obtenir l'amour, il faut passer par la guerre. Et donc cet enseignement qui nous vient du peuple de Kem et des Atlantes, etc., il est confirmé par, on va dire presque la physique de l'univers, c'est-à-dire qu'il y a des printemps, des étés, des automnes, etc. Il y a des cycles, et on voit bien que ces cycles, ils passent par des moments où les planètes sont proches, les moments où les planètes sont éloignées. C'est exactement la définition d'une épreuve. Et l'épreuve fait que lorsqu'une planète tourne autour d'un soleil, et qu'elle passe très très près du soleil, elle a très très chaud, mais par contre elle subit une grande accélération pour repartir vers le froid, et revenir vers l'eau chaude, etc. Et ça donne des cycles. Et on peut imaginer que cette planète elle est en train d'apprendre quelque chose. Eh bien, c'est exactement ce que nous faisons. Quand en hiver, on est en train de vivre certaines choses, eh bien, au printemps, la nature, vous voyez, elle a tellement appris qu'elle transforme les graines en fruits et en cadeaux. Voilà pourquoi l'hiver et la souffrance a un but, c'est-à-dire de créer un cadeau. Et sans l'hiver, il n'y a pas de cadeaux et de fruits. Donc si on le comprend bien, on voyait qu'on n'est pas dans l'ésotérisme, on n'est pas dans un truc de malade, on est dans le concret tous les jours, de se dire oui, en effet, avec un peu de compréhension de cette chose-là, c'est-à-dire de « Ah oui, il y a un cadeau, ah oui, on a téléchargé ça, ah oui, en effet, on est dans une salle de gym », et à ce moment-là, on peut modifier, si on travaille sur l'enfant qui est là, on peut modifier l'influence de cette partie-là pour modifier ce qui se passe ici. Et auquel cas, on n'a plus le problème avec les autres, parce que les autres, on peut les accepter, et du coup, on peut les pardonner, etc., etc. Et du coup, je vais dire ce que je dis dans le bouquin, « Il était une fois le karma laïque », et ça change tout. Parce que le jour où moi, de mon côté en tout cas, j'ai commencé à faire ça, ça a été vraiment cette chose-là de faire... parce que ça change tout, ça change le sens de tout. Quand vous pensez que quelqu'un vous veut du mal, alors qu'en réalité il n'est que le mur dans lequel on doit taper pour pouvoir apprendre à éviter les murs, la prochaine fois on évite les murs. Et on ne fonce pas tête baissée dedans. Et c'est ça que nous venons faire, c'est-à-dire apprendre. Et donc évidemment, si on comprend ça, ça change la vie complètement. Et je dis bien, et je voudrais insister là-dessus, on s'en fout de savoir que les gens pensent que c'est bien, c'est pas bien, c'est ésotérique, ah là là, nous on sait mieux, enfin, on s'en fout. C'est pas le sujet c'est que chacun de nous veut être plus heureux. C'est ça qui nous concerne. Là, on est dans du pragmatique. On n'est pas, vous voyez, on n'est pas... Enfin, pour moi, il me semble pas qu'on est perché. Pour moi, on n'est pas perché là. Parce qu'il y en a qui nous disent oui, vous faites partie des perchés. Eh bien moi, je pense que les gens qui nous condamnent à être des perchés, je pense qu'ils sont aveugles. Donc, quand on nous dit qu'on est perché, eh bien, il faut leur dire ouvre tes yeux parce que là, tu es un peu aveugle. Alors, vous savez que quand on marche en regardant devant soi, on ne regarde pas derrière. Eh bien, c'est aussi simple que ça. Si je regarde que là, je ne regarde pas derrière, et ça serait bien d'apprendre à regarder derrière aussi, ou sur les côtés, etc., etc.
Donc c'est pour ça qu'on met des rétroviseurs pour une voiture. Donc ceux qui prétendent qu'on est allumé ou est perché, eh bien demandez-leur de peut-être vous fournir des informations pour voir dans tous les sens. Alors j'ai encore une question. Nettoyer son karma, c'est autre chose, mais cela comprend-il le karma familial? Certains ont choisi de couper, de casser le karma, font très lourd leurs ancêtres, etc. Alors, je ne vais pas répondre à cette question aujourd'hui, parce que ça, là on va partir dans le truc. Je vais simplement dire que pour moi, pour ma part, on vient régler son karma, point. Et à partir de là, évidemment que lorsqu'on a choisi un contrat d'âme avec sa famille, c'est-à-dire papa, maman, les enfants, etc., etc., on a bien choisi d'être, par exemple, vous savez que tel jour, à telle heure, il y a 22 footballeurs qui vont se rencontrer. Et bien en fait, c'est comme ça. Ils ont décidé de se rencontrer sur le terrain. Et bien donc notre famille la plus proche, que nous avons soi-disant pas choisi, qu'en fait nous avons choisi complètement, elle est là pour partager tout, les bonheurs, les malheurs, les contradictions, les c'est de ta faute, les pas de ta faute et compagnie, c'est tout ça qu'on vient vivre ensemble. Donc ça s'appelle un contrat d'âme. Mais maintenant, je ne vais pas faire trop long là-dessus, c'est pas la même chose que les âmes sœurs. Les âmes sœurs, elles se connaissent déjà et elles reviennent, elles jouent des rôles, etc. pour s'entraîner, comme exactement on va prendre un sparring partner sur un ring de boxe, on le connaît sur sparring partner, et on va jouer avec lui, ou un partenaire de tennis, on le connaît, on sait qu'il a un coup droit comme ci, comme ça. Et simplement, le fait de s'incarner avec des âmes sœurs si possible, on va les rencontrer ou pas, mais c'est pas la même chose que de rencontrer des gens avec qui on a signé un contrat d'âme. Un contrat d'âme, c'est sur le moment. Donc là, l'histoire du karma familial, personnellement, je n'y crois pas. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous avez le droit d'y croire, parce que nous ne sommes pas ce corps. Donc maintenant qu'on vienne aider, mais c'est normal, puisqu'on a un karma personnel et un karma collectif. Le karma collectif, on appelle ça le dharma, ok ? D'accord, donc on a bien un karma personnel et collectif. Donc on intervient tous, mais c'est pas que familial, quoi. Moi, il me semble que on intervient tous dans le karma des autres, comme les autres interviennent dans notre karma. Simplement, si on nettoie ses lunettes, on s'aperçoit que tout le monde interagit avec tout le monde. Ça s'appelle l'interaction, ça s'appelle la reliance que nous sommes dans l'univers. Tout est relié. Mais bon, casser des karmas, pour moi, je n'y crois pas au sens réel du terme. Maintenant que certaines souches génétiques, un nom de famille contient une souche génétique d'évolution spirituelle. Et donc, si on l'emprunte, ce nom-là, on emprunte le chemin qu'ont fait tous les ancêtres de ça. Mais c'est tout ce qu'on fait, quoi. On vient visiter, c'est comme si tout le monde, on arrivait dans une aire de jeu et qu'on dit, tiens, je viens pour aller visiter le parc d'attractions ou le zoo, etc. Donc, ok, on y va, mais quand on va visiter un zoo, on visite un zoo, point barre. On n'est pas en train de guérir le zoo. Donc, pour moi, ça, ça fait partie d'autres choses. Je m'expliquerai là-dessus, mais j'ai pas la même opinion que beaucoup sur la psychogénéalogie, etc. J'ai pas la même opinion et je m'en expliquerai. Ça ne condamne pas, ça ne condamne pas le fait qu'on est différent. Simplement, pour moi, on a deux missions, la mission personnelle, la mission collective. La mission collective, c'est pas que les parents, c'est pas que la généalogie, parce que ça ramène à l'idée que nous sommes que des bouts de bidoche, quoi. Mais non, nous ne sommes pas des bouts de bidoche. On a une âme, et cette âme, elle a autre chose à gérer que simplement un karma familial. Je pense réellement que nous avons beaucoup plus grand comme schéma. Mais ça n'engage que moi, et donc je clôt le truc, et j'y reviendrai, et avec une démonstration qui sera la mienne, voilà, et je vous dirai sincèrement ce que je pense de ça, sans que ça soit le karma des ancêtres. Alors, le karma des ancêtres, pour moi, c'est la même chose, quoi. Je vois pas comment je peux changer le karma de mes ancêtres. Je vois pas comment je peux. Si c'était le cas, il y aurait même pas de karma. T'imagines, t'as un sauveur qui arrive, il dit voilà, bon, alors moi, alors je suis de peuple noir, alors j'arrive et je fais abracadabra et tous les noirs sont sauvés, ou tous les jaunes sont sauvés. Ça n'a pas de sens parce que ça enlève notre libre arbitre. Nous sommes chacun responsable de notre karma, quoi. C'est ça la loi de responsabilité. Donc il n'y a pas un sauveur qui vient. Par contre, il y a des éclaireurs. Donc vous voyez bien, Bouddha, le Christ, Mahomet, ce que vous voulez, ce sont des éclaireurs. Ils viennent éclairer, mais ils ne viennent pas changer.
Ils viennent éclairer. Si vous voulez regarder dans leur direction, vous prenez l'information. Si vous ne regardez pas, vous n'êtes pas éclairé. Mais ils viennent pas, ils prennent pas les gens par les oreilles en disant « Tu vas être catholique !» Non, non, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de « Tu vas être juif !» Non, non, ça, non. C'est « On y va ou on n'y va pas ». Et ça s'appelle le libre arbitre. Donc on ne peut pas sauver les autres, on doit se sauver soi, et c'est en donnant l'exemple d'être sauvé qu'on permet à chacun d'être responsable de son propre karma, parce que sinon il n'y aurait pas de karma. Si c'était un karma collectif, voilà, il n'y aurait pas de karma. Ça serait chacun, on attendrait un messie, il y en a qui l'attendent toujours, hein, donc voilà. Donc, et vous voyez ce que ça donne, quand on attend encore le messie, eh bien ça donne rien. Donc ça revient à ce schéma-là, quoi. Hein, on en revient à là, c'est-à-dire on reste dans cette zone-là, à qui la faute? Et j'attends que quelqu'un vienne nous sauver. Mais comment voulez-vous? On est là pour ça. On est là pour nous sauver. On n'est pas là pour attendre que quelqu'un le fasse à notre place. C'est pour ça, par exemple, que moi je dis que je partage vos informations, je partage mes informations, mais je ne suis pas là pour sauver qui que ce soit et personne ne va me sauver. Et donc on est bien dans... alors bien sûr, un enfant, lui, il dit papa, maman, ils vont m'aider. Bien sûr, aider quelqu'un, c'est pas le sauver, c'est l'aider. Et à 7 ans, l'enfant fait son apprentissage. 14 ans, il va se mettre en colère contre ses parents pour nettoyer l'image des parents, et pour devenir à 20 ans, à 21 ans, un adulte qui a fait son travail de personnalisation, quoi. L'identification de l'être qui arrive avec 3 x 7, 21, hein, 7 ans, 14 ans, 21 ans, c'est pour justement s'individualiser et quitter papa-maman dans sa fonction de l'apprentissage. Et donc du coup, on est tous devant l'idée que nous sommes bien responsables de nous. Alors qu'on s'entraide, par exemple sur une équipe de foot, il y a bien un capitaine, il y a bien un gardien, etc. Le gardien va aider les équipes, bon, bref, vous voyez ce que je veux dire, on va tous s'entraider. Mais il n'y aura pas quelqu'un qui viendra avec la mission de sauver quelque chose. Par contre, il y a des interactions, je l'ai vécu thérapeutiquement, quand une personne fait quelque chose, il y a un enchaînement qui se met en place. Et cet enchaînement qui se met en place, il se met en place si tout le monde le suit. Et donc, par exemple, de mon souvenir, j'avais une cliente qui avait un problème de entre guillemets, maladie mentale, voilà, sans rentrer dans le détail, et qui était soi-disant condamnée parce qu'elle était classée, tant, etc. Voilà. Et de mère en fille, elles avaient un problème de colère entre les mères et les enfants et les filles, etc., avec une histoire de prostitution, quelque chose dans le genre. Et le jour où cette mamie a fait un travail en écrivant, on avait fait ce qu'on appelle une lettre virtuelle à sa mère. Et une fois qu'elle a fait cette lettre virtuelle, sa mère, qui ne devait pas recevoir cette lettre, l'a reçue. Enfin, ça a enchaîné qu'il y a 2 ou 3 générations qui ont agi et fait quelque chose. Mais elles avaient le pouvoir de ne pas agir. Il y en a une qui a déclenché quelque chose et les autres ont suivi. Mais pour moi, ça, c'est pas changer le karma de la famille. C'est donner la possibilité à quelqu'un d'ouvrir son cœur ou pas. Et s'il le saisit, tant mieux. S'il ne le saisit pas, il va rester dans le même schéma. Alors c'est important parce que je vous rappelle quand même que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Nous sommes 7 milliards sur la Terre. Vous multipliez par le nombre de planètes, il y a je ne sais pas combien de milliards, 130 milliards de soleils et d'étoiles dans notre galaxie, 100 milliards de galaxies, des multivers dans tous les sens. Vous imaginez qu'il y a des milliards de milliards d'êtres. Et donc chacun est responsable de sa façon d'avancer. Même si le médecin nous aide, le prêtre nous aide, le psychothérapeute nous aide, etc. Il nous aide à nous éclairer, mais il ne nous donne pas la solution. Et il ne nous la mettrait pas dans la tête. C'est à nous de faire le schéma. Et si on ne le fait pas, on revient encore à se nourrir des autres. Tant qu'on n'a pas compris qu'on a des solutions pour changer nous-mêmes, on va aller voler l'énergie des autres. Et alors on est blessé quand les autres le font vers nous, et on ne se rend pas compte quand on le fait vers les autres. Donc attention, pour ne pas devenir un vampire ou être vampirisé, il faut arrêter de prendre l'énergie dehors et essayer de la fabriquer par nous-mêmes. Ça s'appelle se responsabiliser. Et c'est pas très compliqué, hein. Lorsqu'on a compris ce schéma-là, donc je reviens définitivement dessus, lorsqu'on a compris cette partie-là, on voit bien qu'on est le patron de cette énergie qui est ici et qui va modifier ça pour modifier nos émotions, puisque nous sommes une émotion. Et si on modifie cette partie, on n'est plus prisonnier des autres. On devient libre.
et en joie et en croissance. Donc imaginez que ça va changer tout, le pardon, la colère, enfin toutes ces choses qui vont être déduites de tout ce travail. Donc voilà pourquoi il est essentiel de travailler sur cet enfant. Et donc, alors, tout à l'heure, vous avez vu, j'ai montré donc ce petit bonhomme ou cette petite bonne femme en jaune et le grand soi. Donc le petit soi, il est là. Donc il existe une technique avec Ho'opono dans lequel on peut donc faire un travail régulier. Le grand soi il faut l'écouter, l'entendre, hein, parce que le grand soi va nous parler tous les jours. On va traduire ça en intuition, en information non localisée ou non audible, mais qu'on ressent, et qui va nous dire, notre grand soi, c'est-à-dire grosso modo l'esprit, va nous dire par exemple, je regarde dans le chat en même temps, oui, alors il y a des questions précises hein, sur justement l'hypnose. Alors j'en viens, hein, Paolo, je t'ai dit que dans cette émission justement on allait y venir, on est en train de le faire. Donc la première des choses déjà c'est en autonomie. En autonomie on peut faire Ho'opono. Voilà. Alors je vais le faire très court mais rapide, on l'a déjà vu et c'est aussi compris dans les formations R7N dont on parlera la semaine prochaine, hein, le 8. R7N veut dire le royaume et les 7 nains, et en fait c'est une métaphore physiologique pour comprendre que nous sommes faits de couches, comme vous le savez, l'univers est holographique et fractal. Différentes petites couches qui sont superposées les unes avec les autres, et donc nous à l'intérieur on a aussi des couches à l'intérieur de l'inconscient, etc., etc. Et donc c'est une métaphore thérapeutique qu'on appelle une TCC, une thérapie comportementale et cognitive, dont on parlera plus en détail le 8, donc dans 8 jours, mais aujourd'hui on va revenir aux outils d'autonomie stricte. Ho'opono fait partie de ça, donc c'est-à-dire cette technique qui consiste à écouter le grand soi qui nous dit désolé, pardon, hein, désolé des souffrances que tu vis, pardon de l'épreuve que je viens de t'envoyer, et il va falloir répondre avec son cœur, merci de m'envoyer une épreuve, parce que ça me rend plus fort, donc je t'aime de m'envoyer ces épreuves. Si, vous comprenez bien que si on fait ce genre de choses consciemment, on change notre énergie, parce que dans l'énergie de c'est quoi ce bordel, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, etc., c'est-à-dire à qui la faute, nous sommes dans la colère. 95% des cancers des intestins viennent de la colère. Je n'invente rien, maintenant je vous donnerai des chiffres, etc., voilà. Mais nous sommes bien responsables de ce que nous vivons. Si, quand on est malade, on fabrique de la maladie, et cette maladie, vous le savez, c'est le mal à dire quelque chose, ou le mal d'entendre quelque chose. Donc, d'ailleurs, on aura un cas ce soir avec l'histoire des acouphènes. Donc, puisqu'on veut être heureux, ben, on peut déjà être heureux déjà dans notre corps, ça serait pas mal aussi, dans l'esprit aussi, etc. Et dans notre corps, nous savons que toutes les choses qui sont les émotions refoulées sont la source de nos maladies à 98%. Alors, ça n'empêche pas que si vous prenez un coup de couteau dans le ventre, c'est pas une émotion refoulée. Là, vous avez un grand coup de couteau dans le ventre, on est d'accord que ça fait très très mal. Mais en dehors de ça, regardez bien le nombre de maladies auto-immunes, etc., etc. Il y en a plein. Et donc, nous fabriquons la plupart de nos maladies, même simplement un rhume, et très souvent la suite d'une tristesse intérieure, etc. Donc quand on est très triste, ben, toute la sphère respiratoire prend un coup, sachez-le, vous le savez sûrement déjà. Donc je reviens maintenant à donc l'idée de travailler avec Ho'opono, de la bonne méthode, c'est-à-dire qu'il y a bien, désolé pardon, c'est le grand soi qui nous l'envoie, et non pas, et merci je t'aime, c'est le petit soi qui dit merci à son être supérieur qui a choisi cette vie avec ses haltères et ses cadeaux. Donc quand on le fait, ça, petit à petit, on calme la douleur, etc., etc. Ça, c'est la première des informations. La deuxième, c'est que je vous rappelle que nous avons une petite fille ou un petit garçon. C'est pour ça que je reviens à l'enfant intérieur. Donc cette petite fille et ce petit garçon qui sont en nous, ils souffrent des informations qui sont à l'intérieur d'eux, qui viennent de l'incarnation d'avant, qui viennent de notre génétique. Donc là on parlait de familial, ok, alors si quelqu'un par exemple est pulsionnel, dans mon cas, je suis très pulsionnel,
évidemment de moins en moins, mais très pulsionnelle, de famille. Mais c'est pas parce que c'est de famille que c'est un héritage, c'est de la faute de ma famille, pas du tout. C'est j'ai choisi de venir dans cette salle de gym dans laquelle les haltères elles volent dans tous les sens. Voilà. Mais c'est juste un choix. Donc je ne vais pas guérir ce problème-là avec cette famille, je vais juste essayer de le guérir pour moi. Et si je peux donner l'exemple, du coup, peut-être que les gens vont choisir de faire la même chose. Donc je reviens au fait que nous choisissons cette chose-là, et donc cette petite fille ou ce petit garçon qui est à l'intérieur, toutes ces émotions, nous les récupérons. Donc maintenant, je vous affirme, et je répète que vous avez le droit de ne pas me croire, que lorsque vous pleurez, lorsque vous êtes triste, etc., lorsque vous avez peur et autres, quand je dis vous, moi, tout le monde, hein, c'est notre enfant intérieur qui le fait, réellement. Et on peut suivre le format, enfin l'information électrique dans le cerveau, on voit bien que il y a des zones vraiment qui sont en lien avec l'inconscient, qui envoient des informations comme des rafales dans le cerveau limbique. Et on voit bien réellement que ça va nous créer les larmes qui arrivent, etc., etc. Donc ça étant donné, étant clair pour maintenant les neurosciences, qu'est-ce que je fais? Eh bien, si cette petite fille ou ce petit garçon qui est dans mon inconscient, je vous rappelle que c'est 400 mètres de haut et que j'en ai pas conscience, et si je ne le sais pas, eh bien je ne peux pas le guérir, et si je ne peux pas le guérir, c'est moi qui pleure. Donc c'est lui qui boit et c'est moi qui trinque. Donc réfléchissez à cette question. Est-ce que je peux être plus heureux? Oui. Comment faire? Le premier étage de la fusée, c'est cet enfant intérieur. Donc la première des choses, c'est essayer de se dissocier. Ça s'appelle la métaposition et on peut tous le faire, ça prend 3 minutes. Vous fermez les yeux, vous imaginez votre petite fille ou votre petit garçon à partir d'une image, une photo, etc. Et vous le voyez en train de pleurer, et vous le voyez sa tristesse, vous la voyez instantanément. C'est instantané, boum. Vous fermez les yeux et vous allez faire la chose très simple. Qu'est-ce qu'on fait quand un enfant pleure? On fait quoi? Qu'on soit une femme, les femmes le savent naturellement, mais les hommes aussi, non, faut pas pousser non plus, il n'y a pas que des machos sur cette planète. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On prend l'enfant dans les bras et on le cajole. Alors, quand on est avec une maladie, je réponds à la question, mais je sais que c'est dur de l'entendre, mais quand on est avec une maladie, c'est qu'on l'a choisie avant de naître, parce que cette maladie est un problème, et ce problème va amener, par la loi des contrastes, à guérir quelque chose. En nous. C'est une maladie de l'âme, on l'a choisi. Vous savez le nombre de personnes qui sont nées, vous le savez, regardez par exemple comment Stephen Hawking, qui se retrouve avec une maladie, une myopathie, etc., et les plus sévères, et il se retrouve, il n'a plus qu'un œil qui bouge, il a écrit un bouquin complet avec ça. Et quand on lui a posé la question de savoir s'il voulait redevenir valide, il a répondu cette chose. Tout le monde ne peut pas le faire, de répondre ça. Mais parce que c'est dur, la souffrance, nous la ressentons vraiment. Quand un enfant est dans un... Vous savez, c'est un truc dont j'ai parlé tout à l'heure, de ces espèces de fusées dans les fêtes foraines, ou dans un labyrinthe, et que les gens crient, ou quand ils sont dans un train fantôme et qu'ils ont peur. Ils ont réellement peur. Personne n'a dit que c'était pas une vraie peur et une vraie souffrance, mais pourtant c'est juste une poupée qui se balade et qui fait peur. Mais en réalité, la peur elle est fabriquée par notre cerveau limbique. Et c'est cet enfant qui reçoit cette information-là, qui envoie cette information dans le cerveau limbique en disant « j'ai peur ». Donc, pour revenir à la maladie, nous avons tous une maladie, on a tous un fauteuil roulant, qui est visible ou pas visible. Vous avez des gens qui ont peur de manquer tout le temps, c'est un gros fauteuil roulant, et donc ils sont tout le temps en train d'attraper tout ce qu'ils peuvent. C'est un fauteuil roulant, et c'est aussi douloureux, entre guillemets, que de boiter ou d'avoir une jambe et d'être infirme. Même si nous pensons que c'est... Alors, évidemment, je le redis très clairement, il n'y a aucun jugement à faire. Chacun de nous a une raison d'être malheureux, a une raison cohérente, légitime de dire « moi je souffre ». Ça, dans ma tête, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est pas parce que je parle de la souffrance comme ça que je ne comprends pas, parce que je sais ce que c'est que la souffrance. Moi, je suis un être humain comme tout le monde, donc quand j'ai mal, et quand je pleure, etc. Donc, le but, c'est pas de juger le problème de la souffrance, c'est d'essayer de l'expliquer. Parce que si on l'explique, on peut la changer. C'est tout. C'est que si on peut la changer, attends, pourquoi s'en priver, Ou alors, je comprends pas. C'est-à-dire que je veux bien qu'on dise alors ouais, mais pourquoi j'ai cette maladie, mais pourquoi? Eh bien, si on l'explique, cette maladie, pourquoi, d'où elle vient cette maladie? Elle vient de notre choix. J'ai choisi de cette famille pour avoir une maladie sanguine, pour avoir une maladie myopathique, etc., parce que je veux faire quelque chose avec ça. Et je répète ce que a dit Stephen Hawking quand on lui a posé la question: est-ce que vous
si on vous avait à choisir avec une baguette magique, est-ce que vous redeviendrez valide? Il a dit non. Parce que si j'avais été valide, je serais en train de faire du sport, je serais en train de courir, mais je ne me serais pas connecté au plus profond de moi pour trouver les plus grands secrets de l'univers dans ma tête et écrire tous ces bouquins. S'il avait été sur un terrain, une pelouse ou sur un match de foot ou de rugby ou autre chose, il n'aurait pas trouvé ses bouquins. C'est impossible. Et donc en fait, eh bien lui, il a compris quel était son cadeau. Alors, je vais re-raconter une xème fois, je vais essayer de la faire le plus court possible. Cette histoire de cette Canadienne qui un jour avait fait un stage de PNL et était technicienne ou praticienne, je ne me rappelle plus, et elle avait mal à la tête, je vais essayer de faire le plus court possible, et donc on lui a découvert une tumeur grosse comme mon poing, dans la tête. Et on lui a dit c'est pas opérable, parce que si on vous opère, on enlève cette partie, vous ne pourrez plus parler, etc., parce que vous êtes en plein sur la zone à cheval entre le langage, etc., etc. Donc bref, qu'est-ce qu'elle fait? On lui dit que le diagnostic c'est ça, et le pronostic, on ne sait pas. Elle peut mourir dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans, on ne sait pas. Et donc du coup, vous comprenez que pour elle, elle s'est mise à vivre. Alors, j'entends, Laurence Barbery me dit, un cancer est choisi et se transmet de façon familiale. Je répète que quand on choisit dans une salle de gym qu'on appelle une salle de boxe, tous les gens qui viennent dans la salle de boxe se battent avec des poings. C'est une métaphore. Je ne suis pas en train de dire que c'est pas grave. Bien sûr que c'est grave d'avoir une maladie qui a des cancers. Mais c'est un choix que nous faisons avant de naître. Et je m'en excuse par avant, je ne peux pas dire autrement, je m'en excuse. Je ne valide pas l'idée simplement que alors c'est tant pis pour toi, tu as choisi, etc. Non, non, c'est douloureux, c'est terrible. C'est pas ça la question. La question c'est est-ce qu'on peut changer quelque chose? Je continue mon histoire, Laurence, parce que tu vas bien entendre cette histoire. Cette femme-là avait une tumeur dans la tête. Donc, c'est une Canadienne, il y a son bouquin, il y a tout, je vous donnerai les sources dès que je pourrai, parce que ça fait un bon moment qu'on a parlé de ça. C'est une véritable histoire, etc. Et donc, elle a la taille d'une pomme, d'une tumeur dans la tête. Elle a 38 ans, ou quelque chose comme ça, ou 34 ans, je ne sais plus. C'est pas ça l'histoire, c'est que quand on lui fait ce pronostic, qu'est-ce qu'elle a? Elle a mal à la tête et elle ne sait pas quand elle va mourir ou vivre. Et donc simplement, elle essaye de profiter du temps qui lui est imparti pour vivre des choses. Alors il se passe que quand on pense qu'on va mourir, je pense qu'on profite de la vie le plus possible. Donc elle se met à apprendre encore plus. Ensuite elle se met à... etc. Alors bref, je passe le truc et 10 ans se passent, elle n'est toujours pas décédée. Et donc elle arrive un jour avec devant une amie qui est éthiopathe, donc qui étudie les causes, etc. et qui lui dit... au fait, comment tu vas? Alors, comment va ta tumeur? Elle lui dit, écoute, je m'habitue, tu sais, je m'habitue, je fais avec. Et je sens la douleur un peu moins, de plus en plus, parce que je me suis habitué. Bon, d'accord, ok, très bien. Alors, les radios, c'est qu'elle a toujours cette tumeur dans la tête, hein, donc elle est là, elle dégénère pas, elle grandit pas, bon, voilà. Elle revoit de nouveau son amie éthiopathe et un jour, cette amie lui dit, qu'est-ce que tu as fait depuis la date où tu as appris ton diagnostic? Eh bien, elle lui a dit, j'ai fait la routine, quoi. Enfin, j'ai fait j'ai fait des conférences. Jamais j'aurais pensé faire des conférences, mais j'ai fait des conférences, tu te rends compte un peu, moi qui étais timide, machin. J'ai écrit un bouquin. Je dis, oh là là, c'est incroyable, j'ai écrit un bouquin, etc. Et en fait, elle fait la liste de tout ce qu'elle a fait depuis 10 ans, et en fait, elle a fait dans 10 ans 3 fois plus que n'importe qui aurait fait, alors qu'elle avait un cancer redoutable, etc. Et donc, évidemment, que c'est dur, hein, et moi je ne suis pas en train d'expliquer que c'est pas dur, je suis en train de dire juste que derrière les apparences, il y a une autre explication, et ça ne guérit pas le cancer, mais ça permet de comprendre déjà, de comprendre. Donc pour cette femme, c'était ça, donc elle a découvert qu'elle avait fait beaucoup de choses à cause ou grâce, comme vous voulez, avec cette maladie. Et du coup, son ami lui dit, mais alors, si je comprends bien, aujourd'hui, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que cette tumeur, elle était ton ami ou ton ennemi? Évidemment, 90% des gens vont répondre, ou 99%, c'était mon ennemi, quand même. Hein. C'est douloureux d'apprendre ça et de souffrir avec ce mal de tête et de penser qu'on va mourir. Bon. Et donc, il lui dit, écoute, ok, alors tu penses quoi? Alors, je pense quand même que, vu tout ce que j'ai fait, je pense que, même si c'est difficile à dire, mais je pense que c'était plutôt une amie qu'une ennemie.
Même si c'est difficile à croire pour nous, hein, mais pour elle, elle dit « Je pense que mon cancer était un ami plutôt qu'une ennemie ». Bon, alors, et la question qu'il lui pose, son ami lui dit, bah alors qu'est-ce que tu pourrais dire, qu'est-ce que tu pourrais lui dire à cette tumeur aujourd'hui, puisque c'était son ami, c'était ton ami, alors qu'est-ce que tu fais, tu lui pardonnes ou tu l'engueules, qu'est-ce que tu fais? Elle dit, ben en fait, je la remercie parce que sans ça, j'aurais jamais fait tout ça, je serais peut-être mort sur un accident de la route, tout ça, et enfin, je parle on n'a pas qu'une seule vie, hein, on entendait-le bien, on en a plein, donc bon, voilà. Alors, mais je pense que dans cette vie-là, en tout cas, si j'avais pas eu ça, j'aurais pas fait tout ça, je ne me serais pas dépassé comme ça. Bon, d'accord, ok. Alors, elle lui dit, écoute, je te propose une chose, puisque maintenant, tu penses que c'est ton ami, est-ce que tu as envie de garder cette tumeur? Elle lui dit, bah non, si elle pouvait l'enlever, ça serait bien quand même, tu vois. Elle lui dit, écoute, on va mettre en place un protocole et qui va passer par le nettoyage. C'est ce qu'on va voir dans une des séances d'après. Et dans cette séance-là, on va nettoyer, donc cette tumeur en lui disant, je sais que c'est dur, hein, entendez bien, hein, même quand je vais le dire, ça me fait mal au ventre, hein, de dire merci, je t'aime, ma tumeur, quoi. Merci, je t'aime, mais maintenant j'ai plus besoin de toi. Ça y est, tu es venu, tu m'as fait faire le boulot nécessaire pour créer ma mission de Jedi, et maintenant j'ai plus besoin de toi parce que ça y est, je suis en route pour devenir le Jedi, parce que maintenant elle donne des cours, elle forme les gens, etc., cette femme-là, hein. Et ça fait 10 ans qu'elle avait cette tumeur. Et donc, je vous le fiche en mille, comme dit l'autre, eh bien, elle a passé une radio quelques mois plus tard, et la tumeur avait disparu, sans aucune trace, sans aucune séquelle. Son corps a guéri la tumeur, voilà. Et donc c'est un cas, alors bien sûr on va dire c'est un cas parmi d'autres, mais en fait c'est vraiment un cas et il y en a plein d'autres. Et les rémissions spontanées dues à des miracles ou autre chose n'ont d'autre que cette explication. Et je donnerai des liens sur des tas d'exemples de gens qui ont eu des rémissions spontanées parce qu'elles avaient trouvé la clé de pourquoi elles vivaient cette expérience. Parce que nous sommes une émotion, et que cette émotion, elle est empreinte de plein de choses, et qu'une émotion, elle peut tout faire. Vous savez que nous sommes des créateurs. Dieu est créateur, vous connaissez tout ça. Eh ben, nous sommes créateurs, et nous sommes aussi créateurs de la vie et de la mort, etc., etc. Alors tout ça, comment vous dire, je ne suis pas en train de valider l'idée qu'il faut souffrir pour être heureux. Je suis juste en train de dire que si on peut atténuer la souffrance, si on peut être plus heureux, c'est quand même mieux que de rester sur l'idée que c'est pas de ma faute, c'est de la faute des autres, qui c'est qui a fait ça, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, et de rester sur cette souffrance. C'est de ça dont je parle. Si moi je peux vous aider, avec ma petite façon, avec ma petite méthode, si je peux vous aider à modifier, alors vous savez qu'il y a des physiciens quantiques qui disent qu'on peut modifier le futur et le passé, simplement, et voilà, alors je ne vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui, mais c'est énorme, quoi. Alors, en effet, on peut modifier la structure d'un corps, on peut modifier beaucoup de choses. Ça paraît fou, je suis d'accord avec vous, ça paraît... on a l'impression que c'est un truc d'allumé, mais non, il y a des tas de gens qui ont des méthodes, il y a des bouquins sur comment guérir avec notre double, comment se projeter dans le futur, comment modifier le passé en modifiant le futur et vice-versa. Je sais que tout ça, c'est fou, mais c'est là, à notre disposition. Et qu'en fait, si on reste aveugle, eh bien on ne peut pas changer. Et si on veut vraiment utiliser ces méthodes, je vais les approfondir de plus en plus. Je vais partager ce que je sais, ce que je ne sais pas, je ne pourrais pas partager. Mais j'en sais quand même pas trop mal, quoi. Depuis 45 ans que je me tape ces trucs-là et des centaines de milliers d'heures de conférences et de bouquins. Donc, je vous les partage parce que si je peux juste vous éclairer un tout petit bout de chemin et qu'après vous preniez votre lampe intérieure pour éclairer votre propre chemin, eh bien, vous allez fabriquer quelque chose qui sera votre guérison au sens global du terme. Quand on parle de guérir son âme, c'est une guérison d'âme. Alors, des fois aussi, on peut guérir son corps, on peut faire plein de choses. Et on le doit à personne qu'à nous-mêmes. De la même façon qu'il existe de l'autodestruction, il existe de l'auto-guérison. C'est la même chose, hein. On peut, si on guérit, si on pardonne autour de nous, on peut se guérir. Et je vous assure que c'est vrai. Et donc, si vous pouviez ne pas passer à côté, ça serait extraordinaire pour vous de pouvoir vous dire, je vais commencer par un tout petit bout, mais regardez, si je me mets en métaposition avec ma petite fille ou mon petit garçon, et que je le prends dans mes bras, instantanément, les yeux fermés, si vous êtes triste en ce moment même, faites le test, vous allez voir, c'est instantané. Vous le prenez dans vos bras, vous lui parlez, vous voyez la photo, on est dans un truc virtuel, ok, vous le prenez dans vos bras, vous le bercez. Vous bercez ce petit enfant qui est là. Faites le test, vous n'allez pas en revenir. Et même s'il faut recommencer autant de fois que ce que vous voulez. Parce que ce petit garçon, cette petite fille, elle a besoin qu'on l'aime. Et elle est
enfermée dans cette boîte de moins de 7 ans et elle pense qu'elle est toute seule. Et selon les personnes, elle est abandonnée, pas abandonnée, etc. On fera ensemble des étapes de guérison, de ceci, cela. Quand je dis guérison, je parle bien de guérison d'âme. Je ne suis pas médecin, même si je suis chirurgien dentiste voilà. Je ne vais pas remplacer le médecin pour guérir le corps des gens. Par contre, vous pouvez, avec des outils qui vont toucher la source, vous pouvez changer vos maladies souffrantes en maladies de moins en moins souffrantes, etc., etc. Voilà, moi ce que je propose, c'est que vous puissiez élargir votre palette d'outils pour pouvoir être maître de votre vie et non pas subir votre vie. Voilà, c'est tout. Parce que subir sa vie, c'est insupportable, quoi. C'est insupportable. Donc je sais qu'un enfant, il a vraiment l'impression de subir sa vie. Alors du coup, je fais hop un petit saut vers l'hypnose. Alors, il existe, vous savez, plein de familles d'hypnose, l'hypnose érectionienne, l'hypnose directive, qui est celle de Charcot, l'hypnose hellmanienne, l'hypnose évolutive, l'hypnose nouvelle, l'hypnose humaniste, etc. Et maintenant, TCH, donc l'hypnose régressive du docteur Chambon, et puis l'hypnose régressive de Dolores Cannon, etc. Donc, on peut donc aller dans le passé pour nettoyer des choses, on peut aller dans le présent, dans l'inconscient, bref, il existe plein de choses. Mais en tout cas, moi, pour cet enfant intérieur, moi j'ai développé un outil, voilà, et que je voudrais partager avec vous. Alors, les praticiens qui sont formés en sophrologie, en hypnose, etc., ont des outils entre guillemets similaires, mais il existe un problème. Ce problème, il est que lorsqu'un enfant est très malheureux, vous le voyez très vite, il est enfermé dans une colère noire. Et ce qui se passe dans le cerveau, c'est que cet enfant de 10, 12 ans, ou 13 ans, 14 ans, ça dépend. Quel que soit ce qu'il a vécu du plus petit au plus horrible, il coupe le cordon avec la mémoire de l'enfant intérieur. Donc dès qu'il a 14 ans, ce qu'il veut, c'est se barrer de chez lui et faire des choses en disant « je suis adulte, je veux devenir le patron de ma vie, j'en ai marre de subir les autres, de subir l'influence de mon père, de ma mère, etc. etc. » Donc du coup, il y a quelque chose qui se fait dans le cerveau. Et il y a une coupure, mais une vraie coupure, comme par exemple, quelqu'un a un accident de voiture, ça a été un truc horrible, hein. C'est un monsieur qui a une voiture, et devant il y avait un camion avec des poutres, et les poutres se sont détachées, et excusez-moi, hein, mais voilà, pour vous dire que sa femme et sa fille ont été décapitées devant lui. Il est tombé dans les pommes, on l'a réveillé à l'hôpital, il avait perdu toute la mémoire de sa femme et de sa fille, sélectivement, et tout le reste du passé, il le savait, sauf sa fille et sa femme, qui n'existaient plus dans sa tête. Ça veut dire que instantanément, le cerveau s'est déconnecté de la mémoire de ces deux personnes-là pour ne pas souffrir d'un manque ignoble, parce que pour lui, c'était évidemment une souffrance ignoble, insupportable. Comment aurait-il vivre avec cette chose-là? Eh bien, son cerveau a fait le travail de la survie, c'est pour pas devenir fou, il coupe l'information électrique. Eh bien, c'est ce qui se passe quand un enfant est très en colère ou a beaucoup souffert, il coupe l'information avec l'enfant qu'il était. Et c'est terminé. Ça veut dire qu'on peut faire 50 millions de séances d'hypnose, il ne se passera rien, parce que l'enfant, celui qu'on veut aider, il est coupé. Alors il existe une astuce, et c'est ce que j'ai mis en pratique dans une séance d'hypnose particulière, que j'ai enregistré en stéréo, etc. etc. Et donc je propose aux thérapeutes pour pouvoir le faire dans leur cabinet. Et après coup, au début c'était que pour ça, et après coup je me suis dit mais pourquoi je pourrais pas en faire profiter aussi d'autres personnes en leur vendant cette séance d'hypnose pour le prix d'une séance d'hypnose dans un cabinet, mais réutilisable autant de fois qu'on veut, et il y a pour filles et pour garçons, ce qui fait que si il y a 3 garçons dans la famille, on peut en faire profiter tous les 3 garçons, ou pour les filles, 3 filles ou 4 filles, etc. Et le but c'est de rendre abordable, non pas pour remplacer le thérapeute, mais c'est parce que il y a des personnes qui ne peuvent pas soigner 10 personnes dans la famille parce qu'il y a une séance de thérapie, c'est entre 50 et 70 ou 90 €, et que si on est 3 ou 4 et qu'on gagne moyen les choses, eh bien tout d'un coup ça devient impossible. Parce qu'évidemment la bonne solution c'est de s'adresser à un thérapeute qui va vous faire une séance d'hypnose spécifique pour vous, etc. etc. Mais quand on ne peut pas, on fait quoi alors? On finit par ne rien faire, et du coup l'enfant qui souffre, qui n'est pas guéri, eh bien il continue, et donc à 20, 30 ans, 50 ans, etc., il est toujours dans ce problème, et on arrive à 70 balais, on se demande encore pourquoi on souffre. Donc du coup,
Alors moi j'ai créé un pré-protocole que j'ai collé avant l'hypnose, donc voilà, un pré-protocole, j'appelle le protocole de Haïti, voilà, je n'en dirai pas plus, et qui fait que une fois qu'on fait ce qu'on appelle en hypnose un pré-talk, c'est-à-dire qu'on va créer ce petite chose-là qui est là, et qui va provoquer un impact psychologique au moment de la séance d'hypnose érectionienne, qui est entre l'hypnose érectionienne et l'hypnose humaniste, etc. Cette séance-là s'appelle le voyage à 3, parce qu'on va, alors je vais vous montrer quelque chose, symboliquement, je l'ai montré il y a quelques temps, voilà, et je perds, voilà, je cherche ma petite télécommande, parce que, voilà, hop, ici, viens là mon petit coco, alors je vais passer ça, et voilà, alors voilà ce que je vais partager avec vous. Bon, voilà, vous voyez, bon, quand vous arrivez sur mon site, tout ça, vous voyez ma photo, voilà, à l'époque j'avais, je sais plus, 58, 50, 60 ans, j'en sais plus, et, ouais, et donc, voilà, en tant qu'adulte, je souffre. Alors, moi j'aimerais bien aller aider mon petit garçon. Ça, c'est, il a 2 ans et demi. Le petit père qui est ici, il a 2 ans et demi là. Alors bon, je peux faire ça avec Ho'opono, avec un petit peu de travail de métaposition, et d'aller guérir mon enfant, de le bercer dans mes bras, etc. etc. Mais il a morflé aussi, et je pense qu'il a coupé le cordon avec son enfant à un moment donné. Et donc moi-même, j'aurais voulu faire quelque chose, bon, donc c'est pour ça que je l'ai créé pour moi d'abord, et ensuite pour les autres. Mais une fois qu'on a fait ce travail avec cet enfant, l'adulte qui est ici, lui, se dit, oui, mais alors moi je protège cet enfant, mais qui c'est qui me protège moi? Et donc là, on a besoin de faire appel à un autre personnage que vous allez voir là. Donc c'est un personnage de fiction qui est fait avec un logiciel de vieillissement et qui va donner le moi. Vous voyez, les yeux sont toujours là, mais du coup, il y a quand même un visage bien ridé avec la barbe, la moustache et tout le soin et les cheveux longs. Et donc ça, c'est le sage qui est en moi, qui est déjà physiquement pas là, mais qui, au terme de la physique quantique, il est là potentiellement. Et donc là, je vais réunir les 3 personnages dans la séance d'hypnose pour qu'ensemble, ils s'entraident. Lui va aider lui va faire naître lui, etc., etc. Et ce voyage à 3 va verrouiller à l'intérieur de façon définitive une union sacrée, ce qui fait que chacun des 3 va être réunis ensemble. Et quand ils sont réunis ensemble, ils sont indestructibles. Et le seul moyen que j'ai trouvé, c'était de fabriquer cette séance d'hypnose dans laquelle il y a une histoire préliminaire qui permet de raccorder quelque chose par une petite astuce émotionnelle, et que du coup, on peut imaginer évidemment le bienfait de cette chose-là. Donc, je vous donnerai tout à l'heure un lien si ça vous intéresse, mais c'est une suggestion, évidemment, de pouvoir utiliser ce protocole. Alors, attendez, je regarde en même temps, sinon je peux venir en tant que attention nécessaire, mais si tu as fait de l'hypnose. Bon, je relirai après parce que je ne voudrais pas être trop avec les questions et continuer pour vous. Donc ici, je vais bien sûr revenir là. C'est un choix que j'ai fait de dire je vais trouver une astuce, parce que évidemment, chaque fois qu'un enfant a trop souffert, ce qui se passe, c'est que du coup, il est inatteignable par l'hypnose. Et en tout cas, que je sache, chasser le naturel et revient en galop, c'est-à-dire qu'on fait un travail, et une épreuve extérieure arrive, hein, mon âme m'envoie une épreuve extérieure, parce que je n'ai pas guéri complètement le problème, et donc, première embûche, boum, de nouveau, cet enfant se met à pleurer, il se sent abandonné et seul, et il replonge dans le truc, il envoie le signal électrique dans l'émotionnel, et du coup, on se retrouve de nouveau en train d'être malheureux, et on se dit, zut, j'ai quand même fait 5 séances d'hypnose, ça fait 6 mois que je suis chez le thérapeute, je ne comprends pas. Alors, évidemment, le but pour moi, c'est pas de dire il y avait eu un mauvais ou etc. thérapeute. Non, non, je pense que tous les thérapeutes font vraiment du mieux possible. Ça, j'ai pas de doute là-dessus. Je sais que j'ai vécu en tant que thérapeute, on fait toujours du mieux possible. Après, il y a des thérapeutes qui ont des techniques. Voilà, moi, j'ai intégré dans ma technique, en tout cas, la spiritualité, c'est-à-dire la cause antérieure, etc., parce que ça guérit éventuellement, et même évidemment, ça guérit beaucoup plus facilement quand on connaît la raison que quand on ne la connaît pas. Alors, juste une info, voilà, si vous allez sur le site
sur le site Mon GPS de vie, donc le site, voilà, attendez, je vais essayer de le montrer peut-être ici. Ah, je ne sais pas si je peux le montrer là. Alors attendez, je vais faire ça, je vais être obligé de faire échappe de ça. Est-ce que je peux le montrer là? Je suis obligé de faire une petite bidouille, mais je vais vous le montrer. Voilà, donc ça, ici, ça c'est donc le site Mon GPS de vie. Avec ici cette flèche que vous voyez là qui est le karma, je descends pour remonter, pour avoir le cadeau. Et la roue du karma qui est présentée ici. Vous voyez aussi qu'il y a marqué le club des autopilotes. Même si vous ne voyez pas bien, je vous rappelle que demain sur YouTube, vous avez la rediffusion en HQ, donc en HD. Sur Facebook, c'est limité pour des raisons techniques, et sur YouTube, c'est différent. Donc, là, vous avez donc un menu avec accueil, l'application dont on parlait tout à l'heure, etc. Et ici, vous avez une page de formation et qui va vous donner ici l'accès à cette information-là. Je suis obligé de la rafraîchir. Voilà, et vous allez tomber dans une formation gratuite. Donc il y a 3 vidéos qui font à peu près 2 heures et des poussières au total, d'une formation gratuite qui s'appelle R7N, j'en ai parlé. Et donc ensuite on peut éventuellement passer dans l'échelle au-dessus, et vous avez donc, pour faire vite, la formation individuelle et familiale, et vous avez ici accès aux options. Et il y a des options seules et que vous voyez peut-être, il y a l'hypnose 3G en 2 étapes, voyage préliminaire et hypnose, qui se trouve ici, et donc à écouter au casque, etc. Voilà, donc si vous avez envie de prendre l'information, vous cliquez dans formation, vous allez dans formation, ici R7N et outils, il y a une page dans laquelle vous pouvez vous inscrire gratuitement à une formation gratuite, formation R7N, starter, offerte, etc. Qu'est-ce que c'est que le R7N? Vous avez toutes ces pages-là, facile, hein, vous avez simplement à taper mongpsdevie.fr et formation, vous regardez. Cette information gratuite là, cette formation gratuite, elle est vraiment importante si vous voulez commencer à vous dissocier, à apprendre à vous dissocier pour faire ce que j'appelle la métaposition et soigner votre petit enfant. Et tout ça, c'est gratuit, bien évidemment. Après, vous avez la possibilité de faire une formation plus poussée, et après, c'est une question de choix. Voilà. Donc, j'en parle pas plus parce que je ne suis pas un magasin de vente, mais plutôt fabriquer des outils, et voilà.